Comment optimiser, sécuriser et décupler son expatriation à Dubaï? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Stratégisme. Mais avant de commencer les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne. Tu trouveras beaucoup de contenu en lien avec l'expatriation et l'expatriation à Dubaï. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous préinscrire à Dubaï Expat Pro ou nous rejoindre sur notre Telegram pour du contenu exclusif. Tous les liens se trouvent dans la description. Et pour Dubaï Expat Pro, c'est dans le commentaire mis en avant. En guise d'introduction à cette vidéo, on m'a souvent collé l'étiquette haters de Dubaï. Il faut savoir que pour Dubaï, vous avez soit les pro-Dubaï ou les contre-Dubaï. Et moi, vu que j'ai reproché certains points à Dubaï, on m'a toujours mis cette étiquette de hater de Dubaï, tout simplement. Mais en réalité, cela ne peut pas être plus éloigné de la réalité. Et je trouve juste Dubaï, dans le cadre d'une stratégie de création et d'accumulation de capital, que ça soit pas le meilleur choix, tout simplement. Mais si par exemple, demain, tu me dis tu souhaites t'expatrier avec 10 millions de capital, oui, je te dirais que Dubaï présente beaucoup d'avantages. Mais par contre, si tu me dis je vais atteindre 10 millions de capital, je dirais que Dubaï n'est pas le choix le plus ingénieux, tout simplement. En soi, l'économie d'impôt qui est offerte par Dubaï, sans parler de l'impôt dit lifestyle, il est trop faible pour s'enrichir suffisamment rapidement en utilisant certains leviers qui sont indisponibles ou disponibles, mais très dégradés à Dubaï. De plus, c'est ce qu'on va voir, j'ai souvent expliqué que Dubaï présente une certaine fragilité de la résidence fiscale très particulière avec la France. J'ai fait du contenu dessus et je vais y revenir dessus. Quand nous sommes français ou pas forcément français, que nous allons régulièrement en France, ou qu'un critère peut nous rattacher à la France, et nous allons voir ça. Cette vidéo va s'articuler en 3 parties avec à chaque fois 2 sous-parties, où on va voir problèmes, solutions qu'on peut mettre en place, donc je te conseille de la regarder attentivement. Concernant la première partie, j'ai parlé de la fragilité de la résidence fiscale à Dubaï. Alors, cette problématique de résidence fiscale à Dubaï, je vais y aller très rapidement dessus et essayer de l'expliquer le plus rapidement possible. Il est nécessaire pour cette vidéo de comprendre et de faire la distinction entre 2 notions, la résidence fiscale et le permis de résidence, le droit de séjour en quelque sorte. Le permis de résidence ou le droit de séjour, c'est le droit de séjourner, passer du temps à Dubaï, y aller quand tu veux, Emirate ID. Ça se caractérise par l'obtention d'une Emirate ID. Et pour obtenir ce permis de résidence, tu dois passer 2 jours par an pour le renouvellement, il me semble. Et certaines personnes pensent que le fait d'avoir ce droit de résidence vous permet d'être résident fiscal à Dubaï, alors que la résidence fiscale à Dubaï, ça va être son assujettissement à l'impôt ou à un impôt de 0% à Dubaï, c'est de pouvoir prouver votre résidence fiscale. Ça s'obtient à la fois pour la société, parce qu'une société a une résidence fiscale, mais ça va s'obtenir surtout pour les personnes physiques, vous et moi. Et pour l'obtenir, tu dois faire la demande chaque année, passer 180 jours pour être précis, et documenter tes entrées et tes sorties à l'immigration. Tu dois fournir un bail, tu dois fournir des relevés de compte Dubaïot. Tu as une liste de documents à fournir. Tu peux également, techniquement, d'après la législation, l'obtenir en 90 jours, mais jusqu'ici, je ne connais personne qui a réussi à l'obtenir en 90 jours. Et j'avais le cas d'une personne qui était expatriée et mariée à une Émirati. Sa femme l'avait obtenu, mais lui ne l'avait pas obtenu, alors qu'ils avaient les mêmes documents et qu'ils vivaient ensemble. Donc il y a une difficulté d'obtention, difficulté qui va pouvoir évoluer au cours des prochaines années. Le problème avec la France, que vous passiez 90 jours ou 180 jours à Dubaï, quand je parle de fragilité, cela va se trouver à l'article 19 de la Convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, à l'alinéa 2 que je reproduis ici. Lorsqu'une personne qui est résidente des Émirats arabes unis ou qui est établie et fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français, ou est une filiale contrôlée directement ou indirectement à plus de 50% par une société dont le siège de direction est en France, donc pour les personnes physiques et les personnes morales des sociétés, les revenus de cette personne sont imposables en France, nonobstant toute autre disposition de la présente convention. Alors, pour le faire, très clairement, si tu es expatrié dans un autre pays et que tu as un élément du droit interne français qui te domicilie en France, cet élément ne va pas être suffisant pour être qualifié de résident fiscal français. Cependant, il va déclencher ce qu'on appelle un conflit de résidence. Et ce conflit de résidence, selon la stratégie que tu as développée, il va falloir le faire pencher
le plus possible vers le pays dans lequel tu vas être considéré de résident fiscal. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Pour prendre un exemple concret, imagine que je suis expatrié dans un pays autre que Dubaï, que j'ai un centre des intérêts économiques en France qui me domicilierait en France. Ça va me déclencher un critère, mais ce critère ne va pas suffire à lui seul, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante à me domicilier définitivement en France. Ça va déclencher un conflit de résidence fiscale, et si ce conflit de résidence fiscale penche vers mon pays de résidence fiscale et pas vers la France, au travers de la stratégie que j'aurai déployée, à ce moment-là, je resterai résident fiscal de mon pays malgré un critère de déclenchement en France. Dans le cas de Dubaï, le moindre élément actuel ou futur déclenchant un critère français, tu vas te retrouver résident fiscal français à payer des impôts comme si tu étais en France, même si tu es en permanence à Dubaï. Et j'insiste sur l'élément futur. Quand je dis élément futur, je fais notamment référence à une clause anti-abus sur l'expatriation qui pourrait voir le jour. J'en ai parlé sur la vidéo précédente, taxation sur la nationalité, en disant que la France pourrait s'inspirer largement du modèle italien, de mettre une clause anti-abus, anti-expatriation. Et à ce moment-là, si tu es à Dubaï, tu ne peux strictement rien faire à cause de la fragilité de la résidence fiscale dubaïote, puisque tu ne peux pas y faire échec au travers de la convention fiscale. Donc, ça crée une grosse fragilité, une grosse incertitude. Les solutions que tu vas pouvoir mettre en place, si tu es dans ce cas, elles sont multiples. Et tu vas voir des degrés de protection différents, avec des stratégies différentes, avec des avantages différents, et on va essayer d'avoir une vision d'ensemble. La première chose que tu peux faire en place, que tu peux mettre en place, c'est moi ce que je ferais, ça serait ce que j'appelle un double étage dubaïote, avec une résidence fiscale dans un autre pays que je considérerais temporaire pour avoir le maximum d'avantages, avec l'utilisation d'une holding locale qui me permet stratégiquement de récupérer les fonds, qui détiendrait cette holding une filiale dubaïote. J'aurai un droit de résidence, une Emirate ID sur cette société pouvant me permettre d'aller à Dubaï quand je veux sans avoir à demander la résidence fiscale. Et j'opérerai mon business depuis Dubaï parce que j'irai à Dubaï. Je me servirai de la holding pour récupérer ses revenus. Je me servirai de la résidence fiscale pour le réinvestir au maximum mes profits et profiter pleinement du levier fiscal qu'offre l'expatriation à Dubaï. Le deuxième choix que tu peux faire, c'est également limiter la rémunération pour éviter l'impact d'une requalification fiscale. Alors, il faut savoir qu'à Dubaï, les personnes, pour limiter l'impôt de 9%, peuvent être tentées de se verser une grosse rémunération qui vient en déduction du profit des sociétés. Cette rémunération, elle est encadrée à Dubaï, mais prenons un exemple simple, tu as 1 million d'euros de bénéfices, tu aurais 90 000 euros d'impôt dessus, tu te verses 300 000 euros de rémunération, ces 300 000 euros de rémunération ne sont pas taxés à Dubaï car il n'y a pas d'impôt sur le revenu, tu vas payer les 9% sur ta société sur les 700 000 euros restants, donc tu vas économiser 9% d'impôt sur 300 000 euros. Cependant, pour éviter les risques, tu as envie de limiter l'impact parce que si tu te verses 50 000 euros et que tu te verses 300 000 euros, si tu te fais requalifier de résident fiscal français, c'est ta rémunération qu'on va prendre en compte. Donc, te faire requalifier sur 300 000 euros ou se faire requalifier sur 50 000 euros, l'impact fiscal n'est pas du tout le même. Donc, limiter sa rémunération est une stratégie relativement efficace. Tu vas payer certes le 9% d'impôt sur les sociétés, mais pas forcément le reste. Attention également à la notion de résidence fiscale française et l'impact que cela peut avoir sur la résidence fiscale de ta société. J'en ai parlé dans la dernière fiscaloscopie, n'hésite pas à la regarder, mais c'est une chose importante, il faut avoir vraiment toutes les notions pro et perso et pouvoir les emboîter ensemble. La deuxième chose que tu peux faire, mais ça c'est un cas un peu plus particulier, ça va être la neutralisation de l'impôt français par l'obtention d'un rescrit fiscal permettant d'obtenir un crédit d'impôt du montant de l'impôt français, même si tu es qualifié de résident fiscal français et même si tu es résident fiscal français. C'est obtenable sous condition. On l'a déjà obtenu pour des membres, mais c'est particulier. Mais il faut en avoir conscience de cette solution et c'est une solution qui peut être très intéressante pour certaines personnes. Également, il va falloir éviter tout type de structure LLC, LLP à simple étage et en détention directe. Certains se disent qu'avec une LLC, vu que c'est taxé sur l'impôt sur le revenu et qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu à Dubaï, tu vas être à 0% d'impôt.
On avait fait une vidéo à ce sujet, c'est différent, tu dois enregistrer ton partnership à Dubaï, ce qui coûte de l'argent et ce qui va entraîner une taxation. Et on rappelle, à Dubaï, bon, ils ont réduit, ils sont passés de 400% de pénalité à 200% de pénalité. En France, les pénalités les plus élevées, c'est 80%. À Dubaï, c'est 200%. Donc il faut en avoir conscience et pas faire n'importe quoi à Dubaï. Et c'est très important de le préciser parce que j'ai eu des retours dans ce sens. Voilà un exemple de solution que tu peux mettre en place dans le cadre de ton expatriation à Dubaï pour à la fois sécuriser ta résidence et même obtenir d'autres avantages. Le deuxième point dont je veux parler, ça va être l'optimisation financière de sa structure dubaïote, notamment dans un cas lorsque tu as une société dubaïote et que tu as une clientèle européenne. Il faut savoir que lorsque tu opères depuis Dubaï avec une société dubaïote et que tu as une clientèle européenne, nous sommes clairement désavantagés et nous pouvons améliorer grandement l'aspect financier de notre structure et obtenir énormément d'avantages, notamment concernant l'encaissement des clients. Encaisser des clients européens depuis Dubaï entraîne une énorme hausse des frais d'encaissement via Stripe, notamment et on va le voir, il y a une fragilité de Stripe. Également, par virement, ça va être compliqué, obligeant certaines personnes à passer par des plateformes, notamment comme Hotmart, avec des gros pourcentages de commission qui vont de 7% à 10% sur les encaissements. C'est-à-dire que si tu as 50% de marge, tu vas être entre 14% et 20% de commission d'encaissement sur tes profits, ce qui n'est pas négligeable. Pensez que le pourcentage qu'on vous prend sur votre chiffre d'affaires, on ne le prend pas sur le bénéfice. Et ça, c'est très important parce qu'il faut le multiplier par ton taux de marge, et notamment les e-commerçants, ça peut leur faire énormément mal. Ensuite, tu as le virement bancaire. Il y a des options pour encaisser des clients par virement bancaire, mais elles sont relativement limitées, même si certaines fintechs permettent d'avoir des solutions sans carte, avec un compte bancaire en euros, si tu es en Union européenne, notamment lorsque tu fais du coaching. Il y a le cas de... j'ai oublié le nom, c'est Bank Circle qui le propose au travers d'une autre plateforme, mais ça va être très limité et tu vas également avoir des frais de retrait. Et également, il faut savoir, d'après le retour d'expérience que j'ai sur Dubaï, le Stripe à Dubaï, en plus d'être très difficile à obtenir, est très facile à perdre. J'ai eu pas mal de retours sur des clients qui ont ouvert des comptes Stripe difficilement, mais qui, par contre, l'ont perdu très facilement. Donc, Stripe a l'air d'être très regardant, notamment à Dubaï. C'est quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, c'est important de le savoir. Les solutions qui vont pouvoir être mises en place pour optimiser cet aspect financier qui peut se chiffrer en dizaines de milliers d'euros, voire en centaines de milliers d'euros selon ton chiffre d'affaires. Encore comme avant, nous avons une multitude de solutions à mettre en place stratégiquement. Déjà, tu peux mettre une stratégie de Stripe résilient. Je n'ai pas trouvé d'autre nom, excuse-moi pour le marketing. C'est la mise en place en amont et pas en aval, ça c'est le plus important, d'une série de techniques et de stratégies qui visent à sécuriser et assurer le maintien de ton compte Stripe. Beaucoup de personnes, et j'ai eu le cas sur une personne que j'ai accompagnée, se faisaient à chaque fois refuser ses Stripe. On a mis cette stratégie en place, on l'a bien travaillé et ça a marché. Il n'a jamais eu le moindre problème avec son Stripe. Mais c'est des choses qu'on met en amont et pas en aval, c'est-à-dire qu'il faut le mettre vraiment avant de commencer l'ouverture de son compte Stripe, puisque Stripe est beaucoup plus regardant aujourd'hui. Également, tu vas avoir la possibilité de créer une société virtuelle en Europe pour sa société dubaïote, c'est-à-dire grosso modo, tu vas enregistrer ta société dubaïote en Europe et techniquement, ça va te permettre d'ouvrir un compte Stripe européen relié à cette société virtuelle, ça va te permettre d'avoir un compte bancaire au nom de la société virtuelle européen, ça va te permettre également les accès à des fintechs européennes, et ça va te permettre également de t'enregistrer à la TVA et de gérer tes encaissements et tes décaissements de manière optimale, tout en ayant en réalité qu'une société, même si tu as une création d'une société virtuelle. Également, tu vas avoir la possibilité d'ouvrir un compte bancaire auprès d'une banque européenne pour sa société dubaïote. On est sur des degrés de difficulté supplémentaires, mais c'est largement faisable, avec la possibilité d'utiliser un processeur paiement intégré à la banque, pouvant être fait sur la société virtuelle également, dans le cas de l'ouverture d'une société, d'un compte bancaire pour ta société à Dubaï en Europe. Ça va particulièrement être bénéfique pour les e-commerçants, puisque les e-commerçants peuvent notamment
techniquement lier les processeurs de paiement des banques directement avec sur Shopify, qui permet beaucoup plus d'intégration que les infopreneurs qui sont limités aux intégrations bancaires offertes par les plateformes que nous utilisons comme System.io par exemple. Mais ça va être quelque chose que tu vas pouvoir faire, qui va te permettre d'avoir en plus un compte bancaire sur place, qui va te permettre de payer tes fournisseurs, d'avoir une carte de crédit, de pouvoir recevoir des virements, de pouvoir faire des virements sortants. Il y a une préparation à faire, mais c'est faisable relativement facilement, même si j'aime pas trop le dire de cette manière. Également, tu vas pouvoir mettre en place un double étage avec le bon choix de structure, l'optimisation bancaire de cette structure, bénéficier d'une neutralité fiscale et d'une optimisation financière sur tes encaissements et également la création d'un historique sur place. Il existe, et beaucoup le choisissent, la LLP, mais je préfère notamment d'autres solutions que la LLP parce que la LLP est très difficile à bancariser, c'est-à-dire à ouvrir des comptes. Alors, je ne considère pas qu'un compte bancaire chez Wise est une solution résiliente pour un business. Et c'est très difficile. Dites-moi le nombre de personnes qui ont des LLP et qui ont un compte chez Santander, chez Lloyds, chez HSBC. C'est excessivement difficile d'ouvrir un compte lorsqu'on est non-résident au Royaume-Uni pour sa société au Royaume-Uni. Ce n'est pas le cas d'autres juridictions et on peut avoir les mêmes avantages, mais c'est des formes de sociétés qui sont beaucoup moins connues, mais qui permettent exactement la même chose et qui sont d'ailleurs utilisées par des multinationales dans ce cadre-là. Le troisième point que j'ai envie d'évoquer, c'est le réinvestissement des profits et avoir le maximum d'avantages et d'utiliser au maximum son levier fiscal pour créer son enrichissement et sécuriser sa situation financière. Également, ici, tu vas avoir l'utilisation de divers mécanismes et de stratégies. Lorsque ta société va générer des profits, il va être intéressant de pouvoir réinvestir ces profits stratégiquement, que ce soit à Dubaï, mais également hors de Dubaï, pour bénéficier d'un maximum d'avantages, bénéficier d'un capital qui t'apportera un rendement de capital et à terme, ton rendement de capital sera supérieur au rendement de ton business. Donc, tu pourras sécuriser ta situation et surtout, tu auras un revenu périn. C'est la différence que je fais entre cash flow certain et cash flow incertain. On se sert des cash flows incertains d'un business pour se créer des cash flows certains qui vont être quasi perpétuels. Certaines stratégies vont permettre d'aller plus vite, notamment avec la création d'historiques qu'on a vu précédemment, mais il va être possible de diversifier, de créer du patrimoine et de créer des revenus du capital stratégiquement. Et pour cela, tu vas voir plusieurs solutions qui peuvent être mises en place et on va s'appuyer sur à la fois les solutions précédentes, mais également des nouvelles. Par exemple, on a parlé au tout début pour le blindage de la résidence du double étage et de coupler une résidence fiscale résiliente au droit de résidence à Dubaï avec l'exploitation d'une société dubaïote locale pour bénéficier de la fiscalité locale, pour bénéficier d'être sur place, pour bénéficier du réseau et de tous les avantages qu'offre Dubaï sans avoir les inconvénients. Là, tu vas pouvoir le faire assez facilement puisque tu auras la création d'un historique et tu pourras faire remonter tes revenus de manière stratégique. Également, tu vas pouvoir créer des filiales ou des sociétés virtuelles avec ce qu'on appelle du compte courant associé, mais il faut savoir s'en servir. Ce compte courant d'associé va te permettre de placer ta trésorerie avec un taux d'intérêt. Ça veut dire que tu pourras le rémunérer plus que si tu le mets sur Interactive Broker notamment. Et en plus, tu vas recevoir un intérêt sur ta société dubaïote en plaçant la trésorerie de ta société dubaïote, mais cet intérêt va te permettre de mettre de la trésorerie, de créer du patrimoine qui te rapportera ensuite également de l'argent. Donc il faut vraiment avoir une vision globale et intégrer toutes ces stratégies et tu peux le faire strictement partout. Il y a des avantages de le faire par exemple à Bali, tu as la possibilité d'aller dans certains pays et de ne se refuser strictement rien. Donc tu as un tas de stratégies. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo qui, j'espère, m'aura retiré cette étiquette de haters de Dubaï. Il existe un tas de solutions pour maximiser son expatriation à Dubaï et profiter pleinement du levier fiscal et opérationnel qui est offert par Dubaï, qui fait de Dubaï un réel paradis pour entrepreneurs. C'est pour cette raison qu'on va sortir un produit d'accompagnement sur mesure
pour les personnes à Dubaï ou pour les personnes qui veulent s'expatrier à Dubaï dans les meilleures conditions possibles, qui souhaitent maximiser leurs opérations, leurs réinvestissements et leur structure opérationnelle pour tout mettre en place dès 2025 et déployer les bonnes stratégies. Également, si tu souhaites aller plus loin sur du contenu stratégique, je vais te recommander deux contenus. La Holding Mobile 2024, la puissance de l'outil, et on parle de ça notamment avec le double étage Dubaïote. Et également l'impôt sur le passeport, plus comment obtenir un nouveau passeport en 6 mois gratuitement et limite t'es payé pour le faire. Mais dans cette deuxième vidéo, je te parle notamment de la possibilité des clauses anti-abus, et comme ça tu le comprendras parfaitement quand je parlais des futurs éléments déclencheurs de résidence fiscale française. N'hésite pas à regarder attentivement cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.